Excusez-moi, avant de commencer, il faut juste que je passe un petit coup de téléphone à ma belle-sœur. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle habite à Tahiti. Euh, Bah non, en fait, est-ce que chez elle, on serait pas encore hier? Ou est-ce qu'on est peut-être déjà demain? Hier, demain. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une date exactement? Alors, une date, pour nous, c'est un moyen de se repérer dans le temps. Donc, généralement, on écrit ça avec une année, un mois, un jour, une heure, une minute, une seconde, une milliseconde, si on veut être très très précis. Un fuseau horaire, sinon on serait pas là. Et un calendrier. En fait, si votre calendrier de référence est le calendrier grégorien, ça va, mais si moi je suis dans le calendrier hébraïque, on va pas du tout être synchro. Alors, un moyen de se repérer dans le temps, très bien, mais en fait, c'est quoi le temps? Alors, on va simplifier un petit peu. Le temps, c'est un genre de flux continu qu'on traverse tous en même temps, désolé, j'ai pas mieux. Le passé, c'est l'accumulation des expériences antérieures sur lesquelles on ne peut pas agir. Le futur, ça représente ce qui n'est pas encore arrivé, ce qu'on peut dans certaines mesures modifier. Et finalement, le présent, c'est juste ce petit point temporel, cette petite jonction entre le passé et le futur. Alors, c'est une définition du temps qui est un petit peu simpliste. Si vous voulez aller lire l'article Wikipédia sur le temps, il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. Et finalement, il y a plusieurs façons de représenter un même point temporel. Aujourd'hui, on est le 29 novembre 2023. Quand on était 14h30 à Paris, il était déjà 20h30 à Singapour. On était même déjà en Nouvelle-Zélande le 30 novembre à minuit et demi, donc un peu demain. Et alors, dans le calendrier hébraïque, on est le 16 qui se lève 5783 à 14h30 sur le fuseau horaire de Paris. Alors évidemment, on peut ignorer certaines données en fonction du contexte. Si je vous dis venez manger dimanche 2 décembre 2023 à 12h00 heure de Paris dans le calendrier grégorien, bon bah venez manger dimanche à la maison quoi. Voilà, merci, c'est tout. Merci d'être venu. Non, sauf qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, en particulier les fuseaux horaires. Alors pourquoi les fuseaux horaires? C'est particulièrement compliqué. Alors je vous présente la Terre et sa représentation plane qu'on voit en général. Alors depuis des millénaires, le premier canon solaire, ça date d'environ moins 1500 avant Jésus-Christ. On considère que ce qu'on appelle midi, c'est quand le soleil est au zénith, donc quand il est le plus haut dans le ciel. Ça représente à peu près le milieu de la journée, c'est le midi, en anglais c'est midday. Et il y a son petit copain qui est minuit, qui est minuit, la moitié de la nuit. Sauf qu'en fait, quand il est midi à Lyon, il n'est pas du tout midi à Tahiti. En fait, en temps solaire, il est même pas midi à Paris. Quand nous, on est en train de manger, eux, ils sont plus ou moins à l'heure de l'apéro, quoi. En temps solaire, je parle. Et finalement, comment on représente tout ça et pourquoi il y a un peu ces différences? En fait, je vais vous parler un peu des heures locales. Jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était d'abord les cadrans solaires, puis ensuite les cloches des églises qui marquaient le temps des habitants et qui rythmaient la vie de tous les habitants de la ville. Sauf qu'avec l'essor des transports, en particulier du train, avoir une heure par ville, c'est vraiment pas pratique. Aux États-Unis, il y avait différentes compagnies ferroviaires et chaque compagnie ferroviaire avait sa propre horloge en fonction soit de son siège social, soit d'un terminus important. La gare de Pittsburgh, par exemple, qui était partagée par plusieurs compagnies, avait 6 heures différentes alors qu'on est au même point géographique. Toujours aux États-Unis, il y a eu jusqu'à 300 heures locales différentes. Il y a eu quelques accidents de train et tout ça. Alors c'était effectivement un petit peu difficile pour se coordonner. Donc quand c'est difficile, on essaye de simplifier en général les humains. Et donc en 1858, il y a un mathématicien qui s'appelle Quirico Filopanti qui pose les bases d'un système universel. En 1876, il y a un géographe qui s'appelle Sanford Fleming qui se base sur les travaux de Filopanti et qui propose le système actuel, donc le temps universel coordonné, qu'on appelle aussi parfois UTC, qui est basé sur le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres.
Le système est adopté en 1884 lors d'une conférence qui s'appelle la Conférence internationale du méridien. Ça en jette. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? Eh ben, on a fait simple, il y a 24 heures dans une journée, on a coupé la Terre en 24 tranches égales pour créer les fuseaux horaires. L'heure UTC plus 0, c'est l'heure qui est au méridien de Greenwich, jusqu'à UTC-11 à l'ouest et UTC plus 12 à l'est. Entre ces deux tranches, UTC-11 et UTC plus 12, on est au milieu du Pacifique. Il y a ce qu'on appelle la ligne de changement de date. C'est la ligne où, quand on la traverse, il ne faut pas changer juste l'heure de sa montre, mais il faut aussi changer la date ou de son smartphone. C'est cette fameuse ligne qui permet à Phileas Fogg, dans le Tour du monde en 80 jours, de gagner un jour et donc son pari. Mais il n'y a pas que la fiction, donc ça a été beaucoup utilisé dans la fiction, mais il n'y a pas que la fiction qui a connu ce problème-là. En fait, quand il y a le navire qui s'appelle la Victoria qui revient du premier tour du monde qui est fait dans l'expédition de Magellan, le journal de bord a été parfaitement tenu à jour, et quand les gens qui étaient à bord du bateau débarquent sur les côtes africaines, ils arrivent un mercredi, alors qu'en fait il était jeudi pour le reste du monde. Il y a même eu tellement de débats qu'il a fallu envoyer des experts à Rome pour expliquer au pape pourquoi il y avait ce décalage d'une journée. Enfin, tout à l'heure, je vous ai parlé de 24 tranches égales, mais c'est quand même plus pratique, quand un fuseau horaire coupe un pays en deux, d'avoir le même fuseau horaire dans le même pays. En France, on a un fuseau horaire qui nous coupe en deux, pourtant on est tous sur le même fuseau horaire. Donc finalement, il n'y a aucune tranche qui est ni égale, ni vraiment droite. Enfin, je parle d'un pays, sauf qu'il ne faut pas que ce soit trop grand. S'il est trop grand, bah, c'est un peu le bazar. Le Canada, par exemple, il y a 5 fuseaux horaires. Russie, il y a 11 fuseaux horaires qui traversent le pays. La France, en fait, il y a 12 fuseaux horaires en France. Avec les départements et les collectivités d'outre-mer, il y a 12 fuseaux horaires. On est d'ailleurs le pays au monde qui a le plus de fuseaux horaires. Mais ça, tout le monde s'en fout. Alors, il y a quand même des grands pays où c'est pratique, hein. La dictature, parfois, ça aide. La Chine, tout le monde est sur l'heure de Pékin. Il y a un seul fuseau horaire. C'est plus simple. Sauf que du coup, bah, en fait, c'est le bordel. Parce qu'à l'est, si on respecte le temps solaire, on peut se coucher à 20h, quand à l'ouest, en fait, on va se coucher à minuit. Parce que l'heure de Pékin, c'est plutôt sur l'est, donc ils ont appliqué leur temps solaire à eux, et tout le monde fait pareil. En plus de ça, il y a une province qui s'appelle le Xi'an, où il y a une communauté qui s'appelle les Ouïghours. Ils sont pas super contents du régime en place, et donc dans leur province, ils appliquent leur propre heure, qui est non officielle, juste par dissidence avec le régime en place. Alors en plus de ça, il y a quelques fuseaux horaires qui sont un petit peu étranges. En fait, quand un pays choisit de se rattacher sur un fuseau horaire, il choisit généralement de s'appliquer sur une heure entière. Donc en France, on est à UTC plus 1 ou UTC plus 2. Mais parfois, il y en a qui sont un peu plus funky. L'Iran a décidé de se mettre à UTC plus 3h30. L'Afghanistan, juste à côté, UTC plus 4h30. Australie centrale, UTC plus 9h30. L'Inde, le Sri Lanka, c'est UTC plus 5h30. Donc l'Inde, il y a 1 milliard d'habitants, donc 1/7 des habitants de la planète ou 1/8. Ils sont tous pas sur une tranche horaire égale. Enfin, égale, entière, comparée à UTC plus 0. Le Népal qui est à côté, UTC plus 5h45. On va savoir pourquoi. Alors un autre genre de rebelle vis-à-vis du système, là on part dans le Pacifique, on est dans les États du Kiribati. Les États du Kiribati, c'est un État insulaire qui a des îles de part et d'autre de la ligne internationale du changement de date. Et en fait, pour que tout son État soit sur le même jour, ils ont décidé de se mettre sur UTC plus 12 et de créer UTC plus 13 et UTC plus 14. Donc finalement, c'est un peu les gens qui sont les plus en avance sur notre temps. En tout cas, c'est les premiers à fêter le Nouvel An. Donc finalement, on est bien loin de l'idée de base de 24 fuseaux horaires. Avec tous ces choix-là, on est déjà sur 37 fuseaux horaires. Mais pourquoi c'est le bazar finalement comme ça? Bah, tout est un peu politique ou économique finalement. Alors, on va rembobiner, on va revenir un peu dans le temps. 1884, donc la conférence internationale du méridien, était proposé comme méridien de référence le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres ou le méridien de Paris.
Alors, en 1884, quand on est la Grande-Bretagne, on gère un empire, l'empire colonial britannique, qui représente à peu près un quart des habitants de la planète. On a aussi un bon copain qui s'appelle les États-Unis, qui pèse un peu dans le game à l'international. Les deux pays réunis, finalement, ça représente les 2 tiers de la flotte mondiale. Donc, pas trop compliqué d'imposer son méridien comme méridien de référence. Voilà. Les Anglais, pour nous faire un peu plaisir, ils ont quand même accepté de passer en partie au système métrique, ce truc assez pratique où on mesure en degrés Celsius et tout ça, pas les Fahrenheit, n'importe quoi. Pour les États-Unis, on reviendra plus tard, hein. Alors les Français, dans tout ça, les Français sont trop deg. Le seul compromis qu'il y a eu, c'est sur l'abréviation UTC. En fait, les Anglais, ils voulaient CUT pour Coordinated Universal Time. Les Français, on voulait TUC, TUC, le temps universel coordonné. Finalement, on a choisi UTC, qui veut rien dire, en fait. La France mettra près de 30 ans à accepter UTC et le système basé sur le méridien de Greenwich comme méridien de référence. Et c'est le 9 mars 1911 que, dans le texte officiel, l'heure de France devient l'heure du temps moyen de l'Observatoire de Paris, retardée de 9 minutes et 21 secondes. En fait, c'est l'heure du méridien de Greenwich, mais il ne faudrait pas quand même laisser gagner les Anglais. Alors vous allez me dire, mais ok, tu me parles de l'heure du méridien de Greenwich, mais en fait on n'est pas sur l'heure du méridien de Greenwich. Aujourd'hui, on est décalé vis-à-vis du Royaume-Uni. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On est en juin 40. Juin 40, l'armée allemande occupe la France et impose son heure à la France. Par sympathie pour Hitler, l'Espagne de Franco passe aussi à l'heure allemande en 1942. On avance un peu, contre-offensive des Alliés, pour synchroniser tous ensemble. Le Royaume-Uni passe aussi à l'heure allemande. La guerre est gagnée, le Royaume-Uni repasse à l'heure du Royaume-Uni, du méridien de Greenwich, c'est plutôt pas illogique. La France et l'Espagne, on est resté sur l'heure allemande. Et en fait, finalement, on voit sur la carte qu'on est bien trop à l'ouest de notre méridien, enfin de notre fuseau horaire de référence. En fait, quand on dit les Espagnols se couchent tard ou quoi, en fait, non, ils se couchent juste à l'heure normale sur le temps solaire. C'est juste leur heure qui est pas bonne finalement. On va repartir pas loin de notre ligne internationale du changement de date là. En 2011, les Samoa, ils ont purement et simplement décidé de supprimer le 30 décembre. Donc il n'y a pas eu de 30 décembre 2011 aux Samoa. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que leur partenaire commercial principal, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et finalement, c'est quand même plus pratique d'être sur le même jour calendaire que son partenaire principal. Sinon, c'est un peu dur d'utiliser le lundi ou le vendredi pour faire des échanges commerciaux. C'est pas très pratique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient fait le changement exactement inverse le 4 juillet 1892. À l'époque, c'était les États-Unis leur partenaire commercial principal, donc ils avaient décidé de se mettre sur le jour des États-Unis, et donc ils avaient fêté ça le 4 juillet, et donc le 4 juillet au Samoa, ça va durer 2 jours d'affilée. Ok, donc tout est politique ou économique, voilà pourquoi c'est le bordel comme ça, tout change tout le temps en fonction des gouvernements ou pour des raisons de gros sous. Sauf qu'en fait, c'est même pas si simple. J'avais failli oublier de vous parler du DST. Le DST, c'est encore un bazar qui est lié à l'économie. Le DST, c'est l'heure d'été, Daylight Saving Time. Au XXe siècle, on a décidé de décaler les horloges d'1 heure entre mars et octobre pour économiser de l'énergie de lumière. Alors, c'était peut-être utile quand on a fait ça, mais en 2009, il y a eu une étude qui est sortie et l'économie réalisée en 2009, elle est estimée à peu près 0,015% de la consommation d'énergie d'un pays, en tout cas d'un pays occidental. En fait, on a tellement baissé nos consommations de lumière, on a des ampoules à LED et tout ça qui ne consomment pas, et on a tellement consommé d'autres trucs que de l'éclairage que finalement, le gain de l'heure d'été est totalement anecdotique. Et en fait, avec l'heure d'été, on passe de 37 à 43 fuseaux horaires. Et là encore, beaucoup de politique et beaucoup de changements dans le temps. En France, on instaure l'heure d'été en 1916. On l'abandonne à la fin de la guerre en 1945. Youpilou, on est content, on ne sait pas trop pourquoi.
1973, choc pétrolier, l'énergie coûte cher, donc en 1976, on rétablit temporairement l'heure d'été. Il faut faire attention avec le temporaire, parfois ça dure longtemps. En 1996, on change le jour où on passe à l'heure d'hiver pour s'harmoniser avec tous les autres pays de l'Union européenne. Donc avant, on changeait plutôt début octobre, maintenant c'est plutôt fin octobre. Enfin, je vous parle de la France, mais département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer, ils passent pas à l'heure d'été. Sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, qui change d'heure en même temps que les États-Unis. Et oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une petite île à l'est du Canada, et donc ils commercent beaucoup avec les États-Unis, donc c'est quand même plus pratique d'être toujours sur le même décalage. Alors 0,015%, ok, ça fait vraiment pas beaucoup, donc à l'Union Européenne, il y a des gens vraiment intelligents qui ont réfléchi à ça, et ils se sont dit, ok, bah maintenant, on va peut-être arrêter ce truc-là, ça sert plus à rien maintenant, passons à autre chose. Et donc en 2019, il y a une loi qui a été votée et donc chaque pays peut décider de supprimer, de choisir de rester soit sur l'heure d'été, soit sur l'heure d'hiver. Seulement, par manque de consensus, chaque pays peut choisir s'il reste sur l'heure d'hiver ou sur l'heure d'été. En fait, la France est globalement plus fan de l'heure d'été, donc on pourrait être en France 14 heures à Paris, alors qu'en Allemagne, qui est plus à l'est que chez nous, il pourrait être 13 heures. Bon, depuis le 2019, il y a eu une petite pandémie mondiale qui a un peu occupé les gouvernements. Donc en 2023, il n'y a aucun pays qui avait pris de décision dans ce sens-là. Aux États-Unis, c'est un peu pareil, c'est un État fédéral. Chaque État peut choisir d'appliquer l'heure d'été, ce que font tous les États, sauf deux, Hawaï et l'Arizona, ne passent pas à l'heure d'été. Donc en fait, si en été vous êtes de Los Angeles à Phoenix, vous n'allez pas changer d'heure, mais si vous faites le même trajet en hiver, vous allez changer d'heure. Et alors la palme du bizarre, ça revient à l'Australie. L'Australie s'est coupée en 3 fuseaux horaires en hiver, donc UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 10 à l'est, UTC plus 9h30, ce qu'on a vu tout à l'heure au centre. Et en fait, en été, il y a certains États qui changent d'heure, qui passent à l'heure d'été, mais pas tous. Donc on se retrouve avec UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 9h30 ou 10h30 au centre, et UTC plus 10h ou 11h à l'est. Alors, j'ai oublié de préciser, mais en fait, dans l'hémisphère sud, le changement d'heure, il n'est pas au même moment, hein. L'heure d'été, c'est pas la même. Et finalement, c'est entre 5 et 10 changements géopolitiques par an dans le monde. Là, je vous ai mis ceux de 2022, il n'y a pas un vrai intérêt, mais il y en a autant chaque année. En fait, en 2023, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 changements. C'est principalement lié à l'heure d'été. Pour le coup, moi je travaille dans une entreprise qui s'appelle Mapado. On a un gros client qui est au Maroc, je fais un logiciel de billetterie, donc les heures sont assez importantes. Et on a un client qui est au Maroc, et en fait on a failli perdre ce client parce que on sait pas trop pourquoi. De temps en temps sur les billets, il y avait 1 heure de décalage. On sait pas pourquoi, donc en fait si votre spectacle il est à 20h30 mais vous y allez, il a déjà commencé à 19h30, c'est pas terrible. En fait, on avait une librairie qui était en PHP qui gérait les fuseaux horaires, qui était un peu ancienne et qui n'était pas à jour. Et en fait, le Maroc a décidé en 2018 de rester sur l'heure d'été. Et donc, on a failli les perdre à cause de ça. Enfin, j'ai dit qu'ils sont restés sur l'heure d'été, mais pendant le ramadan, ils changent, ils passent à l'heure d'hiver. Comme ça, le soleil se couche plus tôt. Donc, parfois, les décisions sont aussi religieuses. Alors, ok. Maintenant, on va se rapprocher un peu Lyon.js, tout ça. On est censé parler un peu d'informatique. En informatique, comment on fait pour gérer finalement ce bazar intersidéral? Alors en informatique, on aime bien les normes. La norme pour la gestion des dates, c'est la norme qui s'appelle la ISO 8601. Elle s'appelle représentation de la date et heure. Et pour l'informatique en particulier, il y a la RFC 3339 qui est son profil, donc son application dans l'informatique. Comment on représente une date dans la RFC 3339? Normalement, ça ressemble à peu près à ça. Donc on utilise 4 caractères pour l'année, un tiret, 2 caractères pour le mois, un tiret, 2 caractères pour le jour, un T pour time, pour dire qu'on passe à l'heure, 2 caractères pour l'heure, des 2 points, 2 caractères pour les minutes, des 2 points, 2 caractères pour les secondes, le décalage vis-à-vis de UTC, donc en négatif ou en positif, heure entière ou heure par entière, hein, si on est on peut être sur plus 5h30 en Inde par exemple. Ok, donc on a le décalage UTC, c'est cool. Enfin, c'est cool, mais c'est déjà ça, mais c'est pas suffisant. En fait, on l'a vu entre les différents changements géopolitiques,
dans les pays et le passage à l'heure d'été. Là, je suis à UTC-7. Quelle heure est-ce qu'il sera dans 6 mois? Eh ben, ça dépend si je me trouve sur l'heure de Phoenix ou si je suis sur l'heure de Los Angeles, parce qu'il y en a un qui va passer à UTC-6, l'autre va rester à UTC-7. Alors vous allez me dire, ok, très bien, c'est quoi le standard sur les fuseaux horaires? Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. En fait, il y a eu une proposition, il n'y en a pas, il y a eu une proposition pour étendre la RFC 3339 pour ajouter la gestion des fuseaux horaires. Et c'est un document qui a été approuvé en fait il y a 1 mois. Donc il va y en avoir une bientôt, le temps que ce soit un peu officiel et tout ça. Dans la proposition, qu'est-ce qui va changer? En fait, on garde tout le début, tout pareil. On rajoute juste à la fin un crochet, le nom du fuseau horaire, un autre crochet. Alors, on a gardé en rose le décalage vis-à-vis du TC. On est toujours obligé de garder ce décalage UTC parce que si on est par exemple le 29 octobre 2023 à 2h30 du matin, à Paris, c'est l'heure où on passe à l'heure d'hiver. Est-ce que c'est la première fois qu'il est 2h30 du matin ou est-ce que c'est la deuxième fois qu'il est 2h30 du matin? Autrement dit, est-ce qu'on est à UTC plus 1 en France ou UTC plus 2 en France? Eh ben, on ne sait pas, on est obligé d'avoir les deux informations. Alors c'est un format qui a été en partie dicté par l'implémentation qui s'appelle Java ZDT, qui vient du monde de Java, qui est très utilisé, mais ça ne fonctionne pas dans tous les langages. Forcément, ce n'était pas un standard. Alors maintenant, dans les langages, comment on gère ce bazar? Donc là, on a vu la norme, ok, comment c'est appliqué dans les différents langages. En fait, il y a un truc qui est important, c'est quelle est la valeur par défaut finalement. Parce que, comme je vous disais, généralement, on ne parle jamais de Europe-Paris. En France, jamais on dit c'est le fuseau horaire Europe-Paris. Là, j'ai pris une date, je l'ai extrait de ma base de données, j'ai ouvert ma console Firefox, j'ai tapé ce truc-là. Donc, qu'est-ce que dit Firefox? Il nous dit, t'es bien le 29 novembre 2023 à 19h, GMT plus 1. Sauf que si j'exécute exactement le même code sur un serveur, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh bien, il va me dire, t'es le 29 novembre 2023, 19h, GMT plus 0. Donc en fait, vous voulez sûrement pas ce truc-là, parce que si vous exécutez votre code dans le navigateur ou sur le serveur, vous n'allez pas avoir la même valeur. Là, vous n'êtes pas sur le même point temporel. En fait, il y a 1 heure de décalage entre les deux points temporels. L'exemple, il est ici en JS, mais les langages ont tous, j'imagine, un fonctionnement qui est similaire. Et oui, comment il fait? Donc mon navigateur, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge mon système d'exploitation. Il dit, hey, t'es en Europe-Paris. Il prend Europe-Paris. T'as pas mieux de toute façon. Sinon, c'est UTC. Notez qu'on ne spécifie pas de calendrier par défaut. C'est le calendrier grégorien qui est utilisé, qui est pour le coup assez utilisé sur toute la planète. Donc finalement, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'être explicite, donner le fuseau horaire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Alors en préparant cette conférence, j'ai fait un petit tour des différentes documentations de quelques langages assez utilisés, on va dire, pour savoir comment ils géraient finalement tout ce bazar avec les fuseaux horaires. Java, ça a l'air plutôt bien géré. Je connais pas spécialement le langage, mais il y a des classes pour gérer. Il y a à peu près 8000 classes pour gérer les dates, je pense, dans Java. Il y a la classe Instant qui est la plus simple, qui permet de gérer juste le point temporel. Il y a des classes qui rajoutent les décalages horaires. Il y a une zone datetime qui ajoute la gestion complète des fuseaux horaires. Il y a des dates pour des classes pour gérer les dates d'anniversaire, ce genre de choses-là. J'ai l'impression que finalement la verbosité qui est reprochée à Java en général fait que là c'est plutôt un avantage parce qu'on se pose les bonnes questions avant d'avoir les problèmes. Alors en PHP, moi je travaille souvent en PHP, il y a une librairie qui est standard qui est au top, il y a une classe qui s'appelle DeadTime avec sa petite copine qui est DeadTimeZone qui permet de gérer les fuseaux horaires. On peut lui passer une chaîne de caractères un peu en vrac en anglais et ça marche. Là, vous passez ça en PHP, vous allez vraiment avoir la date de lundi prochain à 10h du matin sur le fuseau horaire parisien. Par contre, ça gère pas le format Java ZDT. En fait, c'était pas un standard d'avoir le crochet avec le fuseau horaire. Et donc, PHP a sa propre implémentation, il faut mettre un espace au lieu de mettre les crochets. Alors Python, je connais pas hyper bien, ça a l'air fonctionnel, mais pas top. Globalement, avec Python, quand on regarde la doc, il y a déjà un souci entre Windows et le reste du monde.
Pourquoi il y a ça? Parce que la plupart des langages utilisent la base de données du IANA, qui est l'entité qui gère les adresses IP et les DNS, qui publie une liste complète des fuseaux horaires, mais c'est pas une liste officielle. Windows a sa propre liste de fuseaux horaires pour traiter en interne. Donc si vous voulez bien gérer les fuseaux horaires en Python, j'ai l'impression qu'il faut installer un package externe juste pour ajouter la gestion des fuseaux horaires. C'est peut-être exactement le même cas dans d'autres langages qui fonctionneraient sous Windows, mais ça a l'air d'être plus ou moins masqué par le langage. Sur la doc de Ruby, c'est assez intéressant. Ils ont deux classes pour gérer les dates. Ils ont une classe time et une classe datetime. Et en regardant la doc, c'est écrit littéralement que datetime ne gère ni les secondes intercalaires, ni n'assure le suivi d'aucun changement de règles d'heure d'été. Si vous voulez gérer les fuseaux horaires, alors bon courage. C'est vraiment écrit comme ça dans la doc. Euh, Pourquoi ils mettent ça en fait? Pourquoi ils mettent ça? Et ben en fait la norme elle date de 1894 et donc si vous voulez travailler avec des dates historiques, vous allez probablement travailler avec des heures solaires locales et donc DateTime vous permet de gérer les heures historiques aussi bien que les heures pas historiques et donc en fait c'est le bordel. DateTime c'est une classe qui est dépréciée en Ruby depuis Ruby 3 a priori, qui est sortie il y a 3 ans de ça. Ils conseillent de passer à Time, mais Time gère pas tout à fait les mêmes choses et gère pas encore toutes les choses que faisait DateTime. Alors on va parler du pire langage, le JavaScript. Désolé pour ceux qui aimeraient bien le JavaScript ici. JavaScript, il a une classe qui s'appelle Date. Il n'a pas de classe déjà pour gérer les fuseaux horaires, c'est déjà mal barré. En fait, si vous faites, donc là, on va créer une instance de Date. Donc déjà, là, je suis en anglais. Là, je suis en français. Ok, déjà, c'est chelou. Je me dis, bah ok, on est le 21 novembre sur mon exemple, je veux récupérer le 21, parce que c'est cool de récupérer le jour du mois, donc je fais getDay. Qu'est-ce qui me sort? Il me sort 1. Ok, getDay, en fait, c'est le jour de la semaine. Si vous voulez le jour du mois, c'est getDate. Donc j'ai un objet date, je fais getDate dessus, et j'ai pas un objet date, j'ai un nombre qui est le jour du mois. Si je fais getMonth pour avoir le mois, c'est cool, j'ai 10. Ah ouais, mais en fait, on est en novembre, on n'est pas en octobre. Pourquoi? Parce que c'est 0 indexé. Donc en fait, janvier c'est 0, décembre c'est 11. Donc vous filez ça avec quelqu'un qui a jamais bossé avec JavaScript, il vous plante tout au mois. Facile. Alors par contre, ce qui est cool, c'est quand la lib standard elle est pourrie, il y a des packages externes qui montent en puissance. À l'inverse, il y a Moment.js qui est un peu la référence pour gérer les dates en JavaScript. Hyper puissant, API vraiment super complète, super facile à utiliser, vraiment au top. Si vous voulez gérer les fuseaux horaires avec, il faut lui ajouter son petit copain qui s'appelle Moment Time Zone. Le petit problème de ça, c'est que Moment Time Zone, ça fait 111 kilooctets GZIP. Moment fait 72 kilooctets GZIP, donc on est presque à 200 kilooctets GZIP juste pour gérer des dates. En comparaison, si vous chargez, on parlait d'Angular tout à l'heure, Angular ça fait 74 kilooctets GZIP, React avec son DOM ça fait 50 kilooctets GZIP. Donc vous chargez 4 fois plus de données juste pour gérer des dates. Et en plus de ça, Moment.js est déprécié, donc c'est amené à être remplacé par Luxon ou Day.js, qui sont deux libs un peu concurrentes. Luxon est fait par un des gars qui faisait Moment.js. Et surtout, c'est amené à être remplacé par Temporal. Temporal, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de standard pour intégrer directement dans le langage JavaScript la gestion des dates, des fuseaux horaires et tout ça. En gros, c'est une boîte à outils par-dessus l'objet date qui permet de gérer en fait, tout ce que font les autres langages. Depuis un mois que la proposition a avancé, ça avance. Aujourd'hui, c'est à stage 3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les différentes étapes de JavaScript, il y a 4 étapes. Enfin, quand ça commence à 0, il y a 4 étapes. Donc, quand c'est 3, c'est que vous n'êtes pas loin de la sortie officielle. Il manque plus qu'une implémentation dans les navigateurs. Alors, ok, on a vu les langages. Maintenant, SQL. SQL, c'est compliqué. Alors, comment les bases de données gèrent les fuseaux horaires? Je suis allé voir la doc. Je ne suis pas forcément un très bon développeur. Moi, je vais voir les documentations. Je suis allé voir la documentation de PostgreSQL qui est cool parce qu'elle est en français. Et PostgreSQL dit que le standard SQL, ça possède un mélange étrange de types de date et heure et de possibilités. Ok. Je connais pas spécialement Postgres, mais quand on lit ça, on se dit que c'est déjà chaud, quoi. Alors qu'à cela ne tienne, je tente, je vois que dans PostgreSQL, il y a un
type de colonne qui s'appelle timestamp TZ. Timestamp, ok, c'est le point temporel. TZ, ça ressemble vaguement à time zone, fuseau horaire, ça doit être pas mal. Donc je fais un petit essai, là, je lui mets une date qui est le 1er janvier 2023, à minuit, UTC plus 10, je suppose qu'on doit être vers l'heure de Tokyo, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort que tu es le 31 décembre 2022 à 15h, UTC plus 1. Ok, moi je lui ai inséré le 1er janvier minuit, il me sort que je suis la veille, 10 heures avant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les bases de données, elles stockent toutes leurs données de date que vous leur donnez, même si c'est un type de données qui est un truc avec une time zone, il va le stocker en UTC. Donc lui, en interne, il va stocker qu'on est le 31 décembre à 14h, donc 10 heures de moins que minuit. Et en fait, mon client, il est configuré en disant, j'ai configuré mon client en disant, je suis en Europe Paris, donc dès qu'il nous retourne la donnée, il convertit ce 14h UTC plus 0 en 15h, heure de Europe Paris. Il me rend un peu service, on peut dire ça comme ça. Je me dis, ok, bon bah c'est sûrement comme ça que gère SQL, va falloir que je m'adapte quoi, hein, globalement. Très bien. Ouais, mais en fait non, parce que là, ok, j'ai une seule date. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs lignes? En fait, bah, je vais vouloir sûrement les comparer et j'ai peut-être des heures à Paris et j'ai peut-être des heures à Tokyo. Et va bien falloir que je travaille avec les deux, donc je peux pas changer le fuseau horaire de mon client à chaque fois que je veux récupérer une ligne, ça va pas marcher. Moi, je veux récupérer toutes les lignes en même temps. De la même manière, on a vu que le décalage UTC, c'était pas suffisant. Dès qu'on voulait modifier une date, bah, en fait, si on passe à l'heure d'été sur cette date-là, va falloir changer des trucs parce que UTC plus 1, en fait, il y a Europe Paris, mais il y en a plein d'autres qui sont sur UTC plus 1 et tous ne changent pas d'heure en même temps que nous. Enfin, le même jour que nous, plutôt. Ouais, c'est compliqué. Bienvenue dans la vraie vie. Alors, sur les bases de données, toutes les bases de données ont un système qui permet de convertir quand même les dates dans le fuseau horaire que vous voulez. Donc en MySQL ou MariaDB, une fonction qui s'appelle convertTZ. En SQL Server ou en PostgreSQL, vous pouvez utiliser addTimeZone qui va vous permettre de changer la time zone. Et du coup, finalement, comment on veut stocker? Enfin, c'est quoi probablement le plus pratique pour stocker la donnée? Généralement, vous voulez sûrement mettre le point temporel dans un type date que j'ai appelé ici value et le fuseau horaire dans une colonne à part. Alors très bien, maintenant la question c'est est-ce que ici je suis à 18h heure de Paris ou est-ce que je suis à 18h heure UTC? Il y a un peu deux écoles. Il y a les pros heures locales. Les pros heures locales, ils disent bah là c'est 18h heure de Paris, c'est facile. Même si la loi change, ce sera toujours 18h heure de Paris. En plus, c'est facile à débugger. Je lis 18h, je lis que c'est Paris. C'est cool, c'est 18h à Paris. Paris encore c'est facile, on est à UTC plus 1, UTC plus 2, donc le calcul mental n'est pas trop compliqué, mais si vous êtes en Inde à UTC plus 5h30, bah, faudrait rajouter 5h30, donc on serait ici à 23h30, potentiellement une heure plus tard ce serait pas le même jour et tout ça, donc l'heure locale c'est pas mal. Sauf que les pros heure UTC, eux ce qu'ils disent c'est, en fait si vous avez l'heure UTC, vous allez pouvoir comparer toutes les dates entre elles. Là ok j'ai une ligne à Europe Paris, mais si j'ai une ligne à Tokyo, bah, en fait je veux potentiellement les mettre dans le bon ordre. Si je suis à 19h à Tokyo, en fait 19h à Tokyo c'est avant 18h à Paris. Plus généralement ça met la représentation des dates sur la vraie ligne temporelle entre guillemets. Ça permet aussi d'éviter les problèmes avec l'heure d'été, de faire ça, de le mettre en UTC. Donc si je reviens le 29 octobre 2023, là, c'est le jour où on passe à l'heure d'hiver, et ben les horloges vont passer deux fois entre 2h et 3h du matin. Donc c'est impossible de savoir si vous êtes à UTC plus 2 ou UTC plus 1, heure d'été ou heure d'hiver, si vous avez stocké 2h30 du matin, heure de Paris. Si vous avez un cron qui lance votre facturation client à 2h30 du matin, vous allez facturer deux fois votre client en octobre et jamais en avril, quand on repasse à l'heure d'été. Finalement, ce dernier point fait que c'est plutôt considéré comme une bonne pratique de stocker le point UTC dans votre base de données. Ce que fait d'ailleurs finalement les bases de données en natif. Alors on a vu le stockage, on a vu les langages, très bien. Maintenant vous voulez exposer une API à vos utilisateurs. Et donc comment on gère ça dans une API? C'est un peu le même combat que pour MySQL. C'est juste un peu plus flexible. C'est vous qui allez coder votre API, donc c'est vous qui allez exposer ce que vous voulez à vos clients. Il ne faut juste pas faire n'importe quoi.
Finalement, on peut déjà à minima travailler avec la RFC 3339, ça fait longtemps que ça marche, donc vous pouvez donner tout le format avec le décalage UTC, tout ça. Cela dit, on a vu qu'on si on n'a pas le fuseau horaire, on peut toujours pas bouger dans le temps hein, vis-à-vis de ces problèmes d'heure d'été, heure d'hiver, tout ça. Donc on pourrait utiliser le format Java ZDT, mais il est pas encore, enfin il est en cours de standardisation et donc si votre client il consomme, si votre client qui consomme votre API il est en PHP, bah ça va pas marcher. Vous pouvez pas utiliser le format Java ZDT. Vous allez, votre utilisateur il va devoir enlever les crochets, ça va faire n'importe quoi et faire des regex, ça va pas marcher. Il va vous contacter, vous allez pas être content. Donc finalement, pour l'instant, en tout cas, dans quelques années, je changerai cette conférence pour parler plus du format Java ZDT, mais c'est sûrement mieux d'avoir le format date avec le décalage UTC et un autre champ avec le fuseau horaire. Généralement, pour l'affichage, juste la première valeur suffit, parce que en fait, si vous ne changez pas d'heure, si vous essayez de pas modifier cette heure-là, il n'y aura pas de souci. Mais rajouter la time zone, c'est quand même toujours pratique, parce que vous ne savez pas ce que vos clients vont faire. Alors je fais une petite... je bifurque un peu sur le bug de 2038. Donc dans l'informatique, on a galéré à réparer le fameux bug de l'an 2000. Et maintenant, il faut se préparer, comme dit XKCD, au bug de 2038. On a passé 2019, donc maintenant, il faut s'y préparer. Qu'est-ce que c'est que le bug de 2038? En fait, nous, on écrit des années, des jours et des mois et tout ça, là, et des heures, mais c'est pratique pour les humains, mais la machine, en fait, elle n'en a rien à faire. La machine, qu'est-ce qu'elle stocke? Elle stocke un grand chiffre qui est un timestamp. Un timestamp, c'est quoi? C'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Sauf qu'en 2038, en janvier 2038, on va dépasser la taille maximale. Ce chiffre sera tellement grand qu'on va dépasser la taille maximale de stockage d'un nombre entier sur les systèmes 32 bits. Et donc, qu'est-ce que la machine elle va faire? Elle va repartir en négatif à moins 2 milliards, etc., moins 2 milliards 147 millions. Et donc, on va se retrouver en 1901, en décembre 1901, à ce moment-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu me parles de système 32 bits, ça fait quand même un moment qu'on a des systèmes en 64 bits et tout ça. Ok, sauf que donc je travaille en PHP. En PHP 8.0, il y avait toujours un bug. C'était pas un bug sur les dates, c'était un bug sur les fuseaux horaires. Si vous étiez dans le fuseau horaire Europe-Paris, et ben même sur un système 64 bits en PHP 8, PHP était impacté par ce bug-là. Et en fait, si vous créiez des dates à l'heure d'été après 2038, vous étiez à UTC plus 1 et pas UTC plus 2, donc vous étiez à l'heure d'hiver alors que vous étiez quand même en été. Pour le coup, nous, dans notre stack de tests, on avait des tests passés, on les mettait en général en 1900 et les tests futurs, en général, on les mettait en 2100, comme ça on a un peu le temps de prévoir avant de les changer. Et en fait, bon, ça marchait bien, on testait notre stack de tests fonctionnel et le passait, sauf que quand on est passé à PHP 8.1, qu'on a préparé la migration, et ben en fait, tous nos rendus de date étaient complètement fuckés. Il y avait 1 heure de décalage à chaque fois parce que on testait finalement, ce qu'on testait, c'était un bug, quoi. Enfin, on testait qu'il y avait bien le bug en PHP 8.0, on n'avait pas vérifié exactement qu'on était sur le bon décalage UTC. Alors vous allez me dire, ouais, ok, super Mapado, mais en fait, on sait pas qui t'es, ta boîte, vous êtes peut-être nul, vous savez pas gérer les dates, tant pis pour vous, quoi. Mais ça arrive à tout le monde. L'année dernière, au mois de novembre, sur GitHub, les gens commentaient et en fait, leur réponse était dans le futur. Il y a une boîte qui s'appelle Calendly aussi. Calendly, Calendly, leur boulot, leur business model, c'est de générer des calendriers et ils ont eu aussi exactement le même genre de problème, alors que c'est juste leur taf à eux, alors qu'ils sont peut-être aussi nuls qu'à Mapado. Ok, c'était dense, on a vu que c'était bien le bazar. Et encore, tout à l'heure, il y avait une petite mention là sur la doc de Ruby sur les secondes intercalaires. C'est quoi les secondes intercalaires? Les secondes intercalaires, c'est des secondes qu'on rajoute le 31 décembre de l'année. On peut passer à 23h59 et 60 secondes. C'est une seconde qu'on rajoute pour ajuster le temps UTC aux vitesses de rotation de la Terre. En fait, la Terre, elle tourne, mais parfois elle tourne un tout petit peu plus lentement que d'habitude. Et donc, on a besoin de rajouter des secondes fictives juste pour être OK et toujours être OK là-dessus. Alors je crois qu'on a supprimé les secondes intercalaires maintenant, mais en fait elles ont été là, donc maintenant il faut qu'on les gère. Si vous allez dans les bases de MariaDB ou MySQL, en fait vous allez voir qu'il y a des... Si vous allez dans la base MySQL, là vous allez voir qu'il y a
plein de trucs pour la gestion des fuseaux horaires, et il y a aussi une table pour la gestion des secondes intercalaires. Bon, finalement, ce qui est quand même cool avec ce système, c'est qu'on a réussi à s'harmoniser sur un temps universel sur toute la planète, ce qui est quand même assez rare d'être tous OK à l'échelle de la planète sur un même truc. Et donc sur la planète, on a un temps universel. Enfin universel. Terrestre, quoi, finalement, plutôt. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura colonisé la Lune ou qu'on aura colonisé Mars? Est-ce qu'on va garder UTC comme référence? C'est peu probable, en fait. De la même manière qu'on a abandonné les heures locales, UTC c'est notre heure locale sur la Terre, mais sur Mars ce sera peut-être pas la même heure. On aura peut-être un temps, je sais pas quoi, un temps du système solaire ou un temps galactique, je sais pas. On a aussi simplifié au tout début de la présentation, je vous ai parlé du temps, on a un peu simplifié sur ce qu'était le temps en disant c'est une ligne, on la traverse et tous ensemble, mais on sait qu'en fait le temps il est étiré quand on s'approche d'objets supermassifs comme des trous noirs ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va garder les mêmes valeurs qui s'écoulent moins vite? Est-ce qu'on va gérer des conversions? Je sais pas, j'avoue, j'ai pas tout pigé non plus. Je vous en fais un petit dernier pour la route. L'Antarctique, ce petit continent inhabité dans lequel cohabitent 12 fuseaux horaires différents. Alors l'Antarctique, c'est pas officiellement divisé en fuseaux horaires, mais ça a été divisé en territoires et généralement le fuseau horaire qui est appliqué, ça correspond soit au pays auquel appartient ce territoire, soit au pays qui approvisionne ce territoire. Mais il y a certaines bases scientifiques qui sont lâchées un peu plus que ça. Donc on n'applique pas l'heure d'hiver, le changement d'heure sur la majeure partie du continent. Mais il y a une station de recherche qui s'appelle Palmer, qui est détenue par les États-Unis et qui est approvisionnée par le Chili, qui suit l'heure du Chili, mais qui suit aussi l'heure d'été du Chili. Il y a aussi une station qui porte bien son nom, qui est une station norvégienne qui s'appelle la station Troll. Donc la station Troll, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le temps universel UTC plus 0 d'octobre à mars. Alors UTC plus 0, c'est pas du tout le temps de l'heure de la Norvège, hein. Ils doivent être à UTC plus 2 ou plus 3. Et de mars à octobre, ils passent à UTC plus 2, donc ils font un décalage horaire de 2 heures, ce que personne ne fait à part sur la planète. En plus de ça, il y a des chercheurs qui travaillent dans les stations d'un autre pays et qui parfois utilisent le fuseau horaire de leur propre pays tant qu'ils n'ont pas à discuter avec les autres personnes de la station parce que c'est plus pratique pour travailler et faire des échanges avec leur maison mère. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur les fuseaux horaires, autre que le fait que c'est plus compliqué que ça. Je m'appelle Julien Degnaud, vous pouvez retrouver les slides sur mon blog déjà, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pas trop le dernier, mais les 2 premiers, ça marche. S'il reste un peu de temps, je suis dispo pour les questions. On allume le micro cette fois-ci. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour les questions. Oui. Tu as parlé de colonisation. Est-ce que tu as des données sur les fuseaux horaires qui sont utilisés dans l'ISS ou avec les satellites qui sont autour de la Terre? Je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'ils utilisent juste UTC sur l'ISS, mais on va dire que je suis 30% sûr. Sur les satellites, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Je suppose qu'ils utilisent UTC plus 0. Enfin, j'imagine, pareil, je sais pas. Je suis en train de me dire qu'on a de la chance que tout le monde est d'accord qu'une seconde, ça fait bien une seconde. Depuis pas longtemps, je crois. Depuis pas longtemps? Ok. Je sais pas s'il y a des exemples de... Il me semble que maintenant ça a été standardisé, donc en fait il y a plusieurs trucs. Pareil, les kilos, ça pèse 1 kilo, tout le monde est content avec ça, et je crois qu'il y a une instance qui standardise un peu ces trucs-là. Passé un temps, genre pour les kilos, il y avait un étalon qui était, je crois, à Paris, où il y en avait plusieurs, dont un à Paris, et il fallait surtout pas que ce truc bouge. Les secondes, c'est pareil. Alors, ils ont un peu cheaté le truc. Je crois que maintenant, c'est basé sur une oscillation de je sais plus quelle molécule ou atome. Il y a des gens qui connaissent sûrement mieux le truc que moi. Je crois qu'ils ont pris ce truc-là, qu'ils ont mis le chiffre qui correspond justement pour que ça colle avec une seconde. Mais maintenant, on peut scientifiquement calculer le temps d'une seconde sur Terre.
Je m'engage pas sur les autres planètes. À une époque, en France, il y avait sur toutes les mairies et tous les bâtiments publics un peu importants le mètre étalon. Donc il y avait un mètre. Et si tu n'étais pas d'accord que quelqu'un t'avait vendu 1,20 m de tissu et il en manquait selon toi, ben, juridiquement, le juge il devait aller devant le mètre étalon et mesurer, parce que c'était la mesure exacte du mètre, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, un certain Mathieu qui a une question. Merci beaucoup déjà. Tu as parlé vite fait du timestamp. Du coup, le timestamp, c'est basé sur de l'UTC plus 0 ou quand je fais un Ouais, timestamp timestamp, sur ma c'est toujours machine UTC plus 0. Ok. Ce qui fait que c'est quand même plus pratique pour les machines à gérer. Du coup, là, j'ai l'impression que j'oserais plus jamais toucher une date de ma vie. Comment juste aborder la question des time zones en équipe pour dire ce qu'on est sûr qu'on gère bien les dates et qu'on se plante pas comme Calendly? Comment gérer ça? Alors, toucher les dates, c'est plutôt cool. En fait, moi, je touchais pas du tout les dates et je me suis plutôt pris des murs avec les dates et c'est ça qui m'a donné finalement envie de creuser. Et maintenant, genre, dans ma boîte, je suis devenu le référent des dates et genre presque le référent international parce que je sais gérer des dates alors que l'international, c'est un peu plus vaste que ça. Mais on a eu des galères, genre nous on a des scanettes pour scanner les billets d'entrée des spectacles et en fait il y a des gens qui changent leur... elles reçoivent la scannette et il est pas du tout... je sais, mes montres sont pas à l'heure, je suis désolé. C'est pas du tout la bonne heure, donc elles changent l'heure, mais en fait elles se mettent, je sais pas quoi, à l'heure de Pékin décalée, donc en fait ça fait qu'elles envoyaient des dates UTC qui étaient décalées de 8 heures dans le temps. Je pense que c'est quand même cool. Enfin, si tu as un profil qui aime bien te prendre des murs et tu considères que ça te fait avancer, pas se prendre des murs, c'est pas cool, mais c'est intéressant. Comment aborder ça en équipe? Savoir si on gère bien les time zones. Je sais pas. Est-ce que c'est une ambition internationale ou pas spécialement ou... Globalement, si tu bosses qu'en France et que tu n'as pas d'ambition internationale, tu vas pas trop avoir de problème, a priori. Encore que... Ouais, oui, il y a des trucs comme ça. Sauf pour le service public, il a dit. C'est vrai, dès que tu veux, j'allais dire en France, dès que tu bosses en France métropolitaine, tu n'auras pas de problème. Dès que tu vas bosser avec d'autres, tu vas avoir ces soucis-là. Et en plus de ça, vu qu'ils changent pas, ils passent pas l'heure d'été, en plus tu vas avoir des décalages, tout ça. Je ne sais pas, honnêtement. Tu peux gratter, essayer de trouver des bugs et mettre le sujet sur la table si c'est un sujet qui t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, vous verrez quand vous serez dans le mur. Et puis voilà. Je connais un exemple d'une entreprise, voilà, exemple complètement fortuit, hein, le cache dans les navigateurs, on peut le gérer avec des expirations. Mauvaise idée. Les expirations de cache avec les dates, il faut réfléchir, mais il se peut que la date où vous donnez au navigateur l'heure où ça expire, bah, c'est dans le passé, quoi. Du coup, tous les appels sont non cachés. En fait, vous, sur votre machine, vous êtes dans la bonne time zone, ça marche. Mais ailleurs, ça ne marche plus. Voilà, oui, si c'est toi qui envoies la date d'expiration, pareil, il y a des headers genre if modified since ou if unmodified since. En plus, c'est un format un peu bizarre, c'est pas la RFC 3339, c'est un autre format, il faut envoyer du GMT absolument. Et donc faire le calcul sur UTC plus 0. Ouais, c'est merveilleux. J'ai une question. Je vais prendre les deux dernières questions. Merci pour la présentation. Moi, la question, c'est au sujet du fameux timestamp. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en 2038? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Est-ce qu'on va enfin arrêter de compter avec des milliards et des milliards d'unités ou On va probablement pas changer, mais sur les systèmes 64 bits, en fait, donc sur un 32 bits, tu peux stocker 2 milliards 147 millions et quelques, c'est le maximum d'un int32 bits, mais sur 64 bits, c'est genre démultiplié, enfin c'est des centaines de milliards, donc on est tranquille jusqu'à au moins l'an 6000. Il faudra que tout le monde soit en 64 bits en 2038. Voilà, normalement, en gros, tout le monde devrait être en 64 bits ou peut-être même plus, et on espère que les langages auront tous corrigé leurs bugs à ce moment-là. Merci. La dernière question. Merci. Franchement, c'était super intéressant. Merci. Je savais pas que c'était un bordel sans nom comme ça. Moi non plus, je t'avoue. Moi, j'ai une question, enfin juste précision parce que j'ai pas très bien vu les slides. Mais en gros, quand tu stockes ça dans une base de données, il y avait la date, l'heure et le +1 à côté. Ouais.
et à côté la time zone. C'est-à-dire le plus, ça veut dire que l'heure, la date et l'heure sont stockées en 0, à plus 0, et après on indique avec le plus l'UTC, ou et c'est quoi la différence avec le time zone? C'est là où j'ai pas très bien compris. Généralement, tu as besoin des deux. Enfin, tu as toujours besoin un peu du décalage UTC et un peu du fuseau horaire parce que le passage à l'heure d'été fait que c'est le bordel et que finalement, c'est une combinaison des deux qui fait que tu as la bonne heure. Ah, Après, il me semble sur la partie sur les bases de données, il y avait en fait la base de données, elle te retourne dans le fuseau horaire de ton client. Donc c'est le client qui interroge, qui dit je veux de l'Europe Paris. Et donc il va te convertir toutes tes dates en Europe Paris. Ce qui est probablement pas ce que tu veux, parce que si tu fais un site où tu veux afficher, je reprends mon cas du spectacle, si je vends un billet à Tokyo, en fait, je veux pas afficher l'heure de Paris du spectacle de Tokyo, je veux afficher l'heure de Tokyo, donc je veux la convertir en heure locale à ce moment-là. Généralement, tu veux tout le temps travailler avec des heures locales, en fait. d'accord. Mais ça veut dire que la date et l'heure, elles sont toujours stockées en plus 0. Les bases de données en interne, elles stockent toujours, en fait, elles stockent un timestamp et c'est En 0. elle stocke en UTC plus 0. En interne, elle fait la conversion. Quand tu lui donnes du plus 10, elle stocke du plus 0. Et si tu lui demandes du plus 1, en fait, elle refait la conversion. Ou si tu utilises une des fonctions qui te permet de convertir ton heure dans un fuseau horaire en une Et fonction les langages directement. de programmation, ils stockent aussi en plus 0 ou... Les langages de programmation, ils font ce que tu leur dis de faire. Donc, eux, ils travaillent avec les données que tu leur donnes. Ah, Donc, d'accord. c'est un peu à toi de faire ta tambouille. Mais ils vont probablement recevoir soit du plus 0, enfin probablement du plus 0 de la base de données, ou du plus n'importe quoi d'un client. Ne faites pas confiance au client, surtout Antoine. Ouais, donc d'où l'importance de toujours stocker les deux. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Moi, ce que j'avais vu un petit peu, enfin une explication que j'avais trouvée assez claire, c'est que le décalage par rapport à l'UTC, c'est à un moment donné. La time zone, c'est l'évolution de ce décalage dans le temps. Et donc, on peut donner un instant, enfin, on peut décrire un instant donné avec sans la time zone. Par contre, dès qu'on veut faire bouger ce truc-là ou le mettre en relation et notamment l'appliquer à un calendrier qui, lui, dépend de la time zone, on a besoin du coup de savoir l'évolution de ce décalage dans le temps. C'est ça. Je pense qu'on est tout bon. Merci beaucoup encore une fois.